Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Malikoura Tassira, saison 2. Ce soir, nous parlons de religion, mais aussi de coutume. La République est laïque, c'est la Constitution qui le dit, et la loi garantit la liberté de religion. Le Mali est un pays où l'islam reste de loin la religion la plus pratiquée, mais où l'ensemble des courants religieux ont toujours vécu en parfaite harmonie, sauf que le pays est depuis un certain temps confronté à l'extrémisme religieux violent et au terrorisme. À cela, il faut ajouter certaines dissensions, voire divisions entre leaders religieux. Que font les autorités pour réglementer le champ religieux et encourager le dialogue entre l'ensemble des acteurs pour préserver la paix et la cohésion sociale? Nous en parlons ce soir. Nous recevons le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Koné. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malikoura Tassira 2 et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avec moi pour vous interroger ce soir, Mariam Maïga, journaliste à Studio Tamani. Bonsoir Mariam. Bonsoir Yaya. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir madame. Monsieur le ministre, la nouvelle constitution a été adoptée récemment à une écrasante majorité, mais une des questions les plus polémiques était, vous le savez, celle de la laïcité. Le débat aujourd'hui est censé bien évidemment être clos, mais n'avez-vous pas peur que cette question de la laïcité continue de vous polluer l'atmosphère sur le champ religieux un peu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir posé cette question très pertinente. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement dans le cadre du débat sur notre ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Cette question que vous venez de me poser est une question très importante par rapport à la laïcité. Comment voulez-vous que j'ai peur de cette question alors que ça a été une question nationale? Comment voulez-vous que j'ai peur de cette question alors que ça a été la volonté des plus hautes autorités de notre pays? Comment voulez-vous que j'ai peur de cette question alors que ça a été une question nationale garantie déjà par la Constitution du Mali avant notre existence ici et avant notre arrivée au ministère? Je crois que toute question, que ça fâche ou pas, il faudra qu'il y ait une réflexion positive par rapport à l'application et à l'applicabilité de la chose. C'est pourquoi quand on me parle de la laïcité, je trouve que tout le monde y trouve son compte, car l'État est là à équidistance entre toutes les religions. Est-ce que vous estimez que le débat là-dessus est clos aujourd'hui? Donc le débat là-dessus ne peut pas être clos parce que tant que les gens vivent, toujours les idées restent toujours ce qu'elles sont. Donc je crois que ce n'est pas aussi un mauvais débat lorsqu'on parle là-dessus. Donc je crois que le débat ne peut pas être clos parce qu'il y en a ceux qui sont convaincus, mordicus, qu'il faut qu'il y ait de la laïcité. Il y a aussi ceux qui sont convaincus, mordicus, qu'il faut que la laïcité soit autrement ailleurs. Donc, je crois que le débat va toujours rester et je fais confiance à la maturité des Maliens et des Maliennes par rapport à ce genre de débat. Les Maliens se retrouvent toujours après chaque débat. Le débat il va rester serein. Il va rester serein. Alors, à la naissance de votre département, monsieur le ministre, d'aucuns s'interrogeaient déjà sur l'opportunité d'avoir un tel département dans un contexte laïque. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte, nouvelle constitution, nouvelle république. Qu'est-ce que le département peut apporter concrètement dans le cadre de la refondation? Je crois que les Maliens sont convaincus aujourd'hui que si mon ministère, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes n'existait pas, il fallait le créer. Parce que c'est un ministère qui existe dans tous les pays du monde avec des noms différents. Mon ministère, c'est le seul ministère qui peut apporter beaucoup de choses à la refondation, même partout où l'administration n'existe pas. Partout où vous allez au Mali, vous allez trouver qu'il y a des mosquées, vous allez trouver qu'il y a des églises, vous allez trouver qu'il y a des aires de sacrifice, vous allez trouver qu'il y a des arbres à palabres, vous allez trouver aussi qu'il y a forcément des vestibules. Ça veut dire que notre coutume nous a exigé certaines choses qui relèvent de mon département de façon naturelle. Donc, dans le cadre de la refondation, mon ministère a fait beaucoup de choses partout, même sans même qu'il y ait une présence de services étatiques. Donc, ça veut dire qu'on a donné beaucoup à la refondation. Et surtout, à la refondation, c'est nous qui sommes en charge, avec la masse critique de la population malienne, de faire la sensibilisation. Monsieur le ministre, le Mali fait face depuis 2012 à l'extrémisme violent et au terrorisme basé sur ce que beaucoup considèrent comme une instrumentalisation de la religion. Sur le sujet, donc, une question de Mariam.
Merci beaucoup Yaya. Comme il vient de le dire, ces temps-ci, on parle beaucoup de la lutte contre l'extrémisme violent et encore le terrorisme. Certains prônent même la formation des imams dans ce sens. Que fait aujourd'hui le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes dans ce sens? Alhamdulillah, depuis notre arrivée à ces ministères, beaucoup d'efforts ont été déployés dans ces cadres-là pour endiguer ces fléaux qui est le terrorisme ou l'extrémisme violent. Mon ministère, avec notre arrivée et l'équipe qui m'entoure, on a pris notre bâton de pèlerin pour faire beaucoup de réformes qui aboutissent à la lutte contre l'extrémisme violent. Parmi ces efforts fournis, il y a la création du secrétariat permanent qui est en charge de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. C'est un secrétariat qui est là pour non seulement l'information, la formation, la sensibilisation partout au Mali et surtout avec la création des directions régionales partout au Mali qui n'existaient pas avant en ces ministères, avant notre arrivée. Donc aujourd'hui, nous avons des points focaux de ces secrétariats permanents dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, dans tous les coins et recoins de notre République Mali. Aujourd'hui, ça a donné beaucoup de fruits. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays ont ajouté à notre ministère 16 d'autres ministères qui travaillent en synergie d'action avec mon ministère dans le cadre du même combat et dans le cadre de la même action à faire des stratégies aboutissant à donner de l'académie à notre pays. Mais est-ce que vous avez pris des initiatives pour aller vers des imams dans le cadre de la formation pour qu'ils soient également des relais dans la sensibilisation également pour lutter contre ce phénomène-là actuellement? Si on n'avait pas pris des initiatives dans ce sens-là, ce secrétariat permanent n'aurait pas à avoir son sens. Quand on a créé le secrétariat permanent, ce secrétariat travaille étroitement avec les religieux, étroitement avec les hommes coutumiers, étroitement avec les hommes cultuels. Donc, tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire dans le cadre de ce combat, les cadres de mon ministère mènent pour au moins donner réussite à ce travail. Dans le temps, des imams ont été formés, comme à la suite de ce que Mariam est en train de dire, des imams ont été formés à ce qu'on appelait l'islam, cet islam tolérant, l'islam du juste milieu. Est-ce qu'il y a eu un suivi dans ce dossier ou bien il n'a pas donné les résultats escomptés finalement? Pour cette question, nous remercions très favorablement et même très activement le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour avoir initié cette coopération avec la partie marocaine. Dans le temps, comme vous venez de dire, on formait les imams au Maroc, mais il y avait une rupture à un moment. C'est grâce aux efforts du président de la transition que d'autres contingents des imams ont vu le jour pour le Maroc. Bien sûr, ces imams qui vont au Maroc, ils ne sont pas seulement formés dans l'imama, mais ils sont formés dans un registre qui donne de la paix à notre pays, la bonne compréhension de l'islam, la bonne application de l'islam, dans le vrai visage de l'islam. Parce que moi, je ne suis pas dans les termes l'islam modéré ou l'islam des justes milieux. Moi, je parle uniquement de l'islam, car tout l'islam est la paix. Donc, celui qui pratique sa religion de façon positive ou négative, c'est à la personne qu'il faut en parler. Ce n'est pas l'islam. Toutes les religions d'ailleurs, l'islam ou le christianisme, toutes les religions appellent à la paix. Donc, ces imams qui sont partis au Maroc et qui étaient de retour et qui sont actuellement en formation au Maroc sont tous formés dans le même registre de la paix, de la bonne compréhension de l'islam. Ils sont formés aussi dans le cadre de la formation professionnelle. Ce n'est pas seulement dans l'imam, dans le cadre de la formation professionnelle. Menuiserie, des métiers, menuiserie, électricité, froid et tout. Donc, je crois qu'avec l'arrivée de ces imams, beaucoup de contributions de leur part a été faite dans le cadre de la stabilité et la stabilisation de notre pays et dans le cadre de la sensibilisation des musulmans pour qu'il y ait de la paix au Mali. Mais déjà une décennie qu'on est quand même dans cette spirale extrémiste, on va dire, le bout du tunnel, il est encore loin selon vous? Quand une crise s'installe, pour aller au bout de cette crise,
il faut beaucoup de mécanismes, il faut beaucoup de stratégies. Et c'est dans le cadre de ces stratégies que nous sommes là aujourd'hui. Je crois, Inch'Allah, très fermement, et je crois en Allah que bientôt, ça sera un mauvais souvenir. Yaya a écorché le mot, on fait face à une crise. Est-ce que ces initiatives dont vous parlez tout à l'heure, qui est de prendre ces imams comme des relais également, on sait que le Mali fait face à une crise multidimensionnelle d'insécurité. Et qu'en est-il aujourd'hui à l'intérieur du pays, des zones en proie à l'insécurité? Est-ce que ces initiatives-là arrivent sur place là-bas? Madame, merci de cette question. Je crois que vous parlez trop des imams, des imams, des imams. Ce ne sont pas seulement les imams qui sont dans mon département. Il y a des évêques, il y a des pasteurs, il y a des hommes coutumiers. Moi, je vous dévance. Okay. Comme vous étiez pressé dans le cadre de la stabilité du Mali, moi aussi, je suis pressé. Parce qu'on ne doit pas faire croire seulement que c'est les imams qui font seulement la paix. Quand vous parlez dans l'ensemble. Nous travaillons avec tout le monde. Donc, on a des relais partout et dans tous les recoins du Mali, à travers nos directions régionales et nos directeurs régionaux. Et ils travaillent en synergie d'action avec les hommes sur place pour élaborer la stratégie qu'il faut pour aboutir à endiguer ces fléaux du terrorisme et de l'extrémisme violent. Alors, Monsieur le ministre, souffrez qu'on parle encore d'imam. On va arriver bien évidemment à cette question de la cohabitation pacifique entre les religions. Donc, on parlera forcément des autres religions. Mais pour l'instant, je souhaite qu'on parle de prêche quand même. Il était question à un moment d'initier un texte pour réglementer les prêches parce que certains discours étaient vraiment très violents. L'initiative, si je ne m'abuse, était du Haut Conseil islamique. À l'arrivée, c'est une décision du Haut Conseil islamique finalement. Est-ce que vous avez décidé de laisser cette question entre les mains du Haut Conseil? Notre ministère a un rôle très capital dans le cadre de vivre ensemble et dans le cadre de la création de symbioses entre tous les fils et toutes les filles de notre pays. Parmi les rôles de notre ministère, il y a l'encadrement du monde religieux. L'encadrement du monde religieux demande aussi la reprise des initiatives avec toutes les fêtières religieuses. Maintenant, vous parlez du Haut Conseil islamique. Le Haut Conseil islamique fait beaucoup d'efforts dans ce sens. L'État demande souvent et le Haut Conseil islamique souvent initie. Mais la question de la paix, c'est une question qui dépend d'abord au premier lieu de l'État. C'est l'État qui doit faire fonctionner les choses et qui doit faire descendre tout ce qu'il pense comme initiative. Donc, on travaille des synergies d'action avec le Haut Conseil islamique par rapport à cette question précise qui est l'encadrement des prêches et l'encadrement du monde religieux musulman. Beaucoup ont été faits, mais seulement les gens ne voient que le côté négatif souvent lorsque quelque chose déchaîne. On ne voit que c'est là. Est-ce que vous avez des mesures quand un leader religieux fait des dépassements dans ses prêches, dépasse les limites? Madame, quand on parle des mesures, déjà, on parle de la sanction. Quand il s'agit de sanctionner, ça, ce n'est pas mon département qui sanctionne. Il y a un département qui est en charge de rendre la justice, qui est le département du ministère de la Justice. Donc, mais il n'y a pas de cadre, par exemple, si ça venait à avoir lieu, un cadre, par exemple, pour assembler ces gens, pour qu'il y ait entente également. Très bien. Maintenant, vous avez bien touché à la question. Notre ministère, on a mis en place ce qu'on appelle un cadre de dialogue entre les leaders religieux, coutumiers et culturels. Chaque 3 mois ou chaque 2 mois, nous rassemblons les religieux autour de la table pour parler des lois de la République, de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation et beaucoup d'informations. À chaque fois que nous entreprenons une activité, nous entreprenons une idée qui va dans le sens de la régularisation et la régularité du monde religieux. Ça veut dire que le dialogue est permanent entre mon département et ceux pour lesquels nous sommes en charge.
On passe à la gestion des rivalités et antagonismes au niveau du monde religieux et aux réformes qui y sont liées. Et la balle reste dans votre camp, Mariam. Effectivement, Monsieur le ministre, quel est votre regard ou quelles dispositions avez-vous aujourd'hui pour faire face à la gestion des rivalités et antagonismes du monde religieux? On a hérité d'un ministère bourré de plusieurs problèmes jusqu'à arriver à un niveau de crise. On a beaucoup travaillé pour avancer. Pas de rivalité entre les religions, mais il peut y avoir des rivalités personnelles entre des gens. Qui peut contrôler une activité personnelle? Qui peut contrôler ce qu'un être humain a comme un sentiment personnel par rapport à une question donnée? Mais quel que soit, quand ça sort du cadre du sentiment personnel et que ça devient quelque chose qui est concret, en ce moment, nous intervenons, mais j'avoue que notre arrivée a été très positive avec notre équipe qui nous entoure, car on a vraiment beaucoup travaillé dans ce sens-là pour que ces guerres, ces escarmouches entre certaines personnes cessent et qu'on regarde dans la même direction qui est le Mali. On va essayer de parler un peu moins d'islam maintenant, même si cela reste la religion majoritaire. Hein, mais le Mali est également, il est chrétien, il est peut-être animiste aussi dans une moindre mesure. Quelle place pour ces autres religions, ces autres cultes dans l'œuvre de construction nationale aujourd'hui? Comment est-ce que vous travaillez avec ces courants? Nous travaillons globalement pour tout le monde. Tout ce que vous venez d'entendre, que nous faisons pour les musulmans, c'est ce que nous faisons pour les chrétiens, c'est ce que nous faisons pour même ceux qui ne croient même pas à Dieu. Chacun a quand même sa spécificité et des initiatives sont prises dans le cadre de la bonne entente, la bonne cohabitation entre tous ces courants. Vous parlez beaucoup de dialogue interreligieux. Quelles sont les actions prises dans ce sens? Quand on travaille avec tout le monde, en tant qu'être humain et raisonnable, on doit traiter tout un chacun avec sa spécificité. Donc nous élaborons des stratégies qui vont avec le goût de chaque spécificité dans son cadre. Mais le dialogue interreligieux, ça a un sens aujourd'hui au Mali? Ça permet le rapprochement des idées, ça permet aussi l'abandon de certaines idées conjurées. Parce que lorsque vous n'êtes pas proches les uns des autres, vous avez toujours des idées conjurées dans votre tête, mais avec les rapprochements, ça fait aplanir ça. Deuxième chose, le cadre de dialogue nous a permis de nous avancer sur beaucoup de crises. Il y a souvent même des problèmes dans le cas des musulmans que des chrétiens nous font savoir et ils nous donnent la solution. Et vice-versa, les musulmans aussi font dans le cas des chrétiens. Sachez que nous avons ces cadres de concertation pour aplanir réellement beaucoup de difficultés dans le monde religieux qui donnent avancement au pays et qui devient profitable pour la population. On va parler quand même d'un petit détail avec une affaire qui a un peu défrayé la chronique cette année. Vous savez, cette affaire appelée celle des Kamites, le collectif des traditionalistes et pratiquants du culte des ancêtres du Mali, n'a pas manqué un moment de manifester son mécontentement, victime selon lui d'insultes, voire d'appels au meurtre sur les réseaux sociaux, sans réaction, c'est leur mot, de la part de l'État du gouvernement. Ils estiment qu'ils ont été lésés. Vous savez, la cybercriminalité qui est en marche aujourd'hui dans notre République réglemente beaucoup de choses. Si les gens s'attaquent dans les réseaux sociaux, il y a un cadre favorable qui est là pour ça. Si c'est même en dehors des réseaux sociaux, il y a d'autres cadres établis par l'État par rapport à ça. Vous me parlez des kémites et des religieux et tous les remous qui se sont passés dans ces cadres-là. Mon ministère a beaucoup appelé toujours au dialogue. Et dans les communiqués à la télé, et dans nos sorties médiatiques, et surtout dans le cas des rassemblements. On a beaucoup rassemblé les gens dans notre ministère. Les problèmes dont vous faites cas, on a appelé beaucoup de gens dans notre ministère pour les faire raisonner dans le cadre de la République. Mais notre travail, souvent, c'est un travail sous-marin. Parce que nous, on ne peut pas s'afficher toujours pour montrer à tout le monde qu'on est en train de travailler. Mais tout ce que nous avons fait en bas du soleil, c'est largement suffisant pour que quelqu'un soit
en l'aise. Mais finalement, dites-nous, Monsieur le ministre, religion et coutume font-ils finalement bon ménage au Mali? Oui, religion et coutume font bon ménage au Mali, car aucune religion n'est contre une coutume que lorsque cette coutume traverse le chemin de la coutume pour aller dans une interdiction de cette religion. Quelles sont les interdictions des religions par rapport aux coutumes et par rapport à quelles coutumes? Ça, c'est un autre débat, c'est trop large. Mais je vous dis d'ores et déjà que la religion n'est pas contre la coutume, que lorsque cette coutume touche à quelque chose qui est sacré par la religion. Donc, ça fait bon ménage au Mali. Alors, Monsieur le ministre, les religions, c'est aussi de grands rendez-vous comme les pèlerinages. Parlons de Hajj, Mariam. Quelle est la touche particulière que le ministère va apporter pour l'organisation du Hajj 2024? Notre arrivée, nous avons pu créer la maison de Hajj de nouveau, en tant que structure même. La maison de Hajj, la relecture de la création de la maison de Hajj a été faite. Deuxième chose, l'organisation même du pèlerinage, c'est proprement dit. On a aussi organisé cela à travers des textes qui régissent ces domaines. Aujourd'hui, non seulement la maison de Hajj en tant que structure a été créée avec nous, même si la maison de Hajj existait, ça a été déjà dans les études. Deuxième chose, on a organisé même le pèlerinage. Aujourd'hui, le pèlerinage est bien organisé et l'Arabie Saoudite, chaque année, avec notre arrivée, félicite le Mali du premier lieu. Ce n'est pas une publicité, je ne suis pas habitué à ça, mais c'est la réalité. Mais cela ne veut dire pas qu'il n'y a pas de difficultés ou des problèmes au pèlerinage. Parce que quand tu vois même tout seul, tu rencontres des difficultés. Et le Mali va avec plus de 13 000 candidats au pèlerinage. Tout ne peut pas être rose. Mais nous avons bien joué notre partition à travers le directeur de la maison de Hajj et à travers la maison de Hajj, qui sont aujourd'hui vraiment sur pied pour vraiment satisfaire les Maliens. Vous savez, auparavant, à la maison de Hajj, les pèlerins ne suivaient la formation que 3 mois avant le pèlerinage. Maintenant, à la maison de Hajj, à la longueur de l'année, il y a la formation à la maison de Hajj. Tous les jours, durant toute l'année, il y a la formation à la maison de Hajj. C'est pourquoi ce qui nous pose beaucoup de problèmes lors du Hajj là, sinon l'organisation est déjà faite. Mais souvent, vous attendez qu'il y a des problèmes au Hajj là, ça découle de quoi? C'est ce que je vais vous dire. Les pèlerins qui s'inscrivent à la maison de Hajj, au dernier moment, moins d'un mois avant d'aller au pèlerinage, et ils ne sont au courant de rien de tout ce qui doit se passer à la Mecque. C'est pourquoi ces pèlerins-là, lorsqu'ils vont à la Mecque, ils font beaucoup de bruit. On n'a pas eu des chambres d'abord, on a fait ceci, on a fait cela. Mais s'ils avaient subi de la formation, ils allaient trouver que la formation a été faite dans tous ces sens. Parce qu'à la Mecque, là-bas, ce n'est pas du tout facile. Mais l'État du Mali, actuellement, à travers mon ministère et la maison des Hajj, a fait beaucoup pour les pèlerins. Et à travers les témoins des pèlerins aussi, beaucoup de gens ont senti que vraiment une amélioration a été faite. Monsieur le ministre, chaque année au Hajj, il y a un sujet qui fait polémique, notamment le prix du billet. Comment c'est fixé et qu'en est-il pour 2024? Le prix des billets là n'est pas fixé par les Mali. C'est à travers ce que l'Arabie Saoudite exige aux différentes organisations de pèlerinage, comme la maison de Hajj. Dans tous les pays du monde entier, il y a une structure pareille comme la maison de Hajj. C'est l'Arabie Saoudite qui nous dit, cette année, avec les tentes de Mina, c'est tel prix. Cette année, à Arafat, c'est tel prix. Cette année, c'est tel et tel prix dans beaucoup des lieux de rites. Donc, maintenant, les différentes maisons de Hajj des différents pays du monde entier cumulent ces prix en disant qu'ils ont dit tant, 1 million, 2 millions par rapport à ça, ou 500 000 par rapport à ça, ou 300 000 par rapport à ça. On cumule tout ça pour ajouter ça au prix de l'hôtel dans lequel il y a à manger, à boire, ajouter ça au prix de l'avion, ajouter ça à la durée au pèlerinage. Il y a de ces pays qui vont au pèlerinage, ils ne font que 12 jours. Donc quand on est là en période de pèlerinage et vous attendez leur prix, alors qu'ils ne font que 10 jours seulement à la Mecque, donc ça veut dire qu'ils vont faire 10 jours à l'hôtel. Mais les Maliens vont au pèlerinage souvent 1 mois, souvent jusqu'à 25 jours, la durée au pèlerinage.
il y a beaucoup de choses qu'il faut quand même prendre en compte dans le cadre de prix. Il y a aussi des pays où c'est subventionné. Mais aujourd'hui, même si les plus hautes autorités veulent vraiment l'intérêt supérieur de la nation et ils ont beaucoup travaillé dans ce sens, ils ont même beaucoup aidé dans le cadre de l'organisation du pèlerinage, beaucoup aidé. Mais aujourd'hui, pour subventionner le pèlerinage, aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Nous les reconnaissons nous-mêmes. Donc, mais il y a des pays où il y a quand même un plafond pour le pèlerinage. Ça a été subventionné depuis plus de 15 ans. C'est subventionné, quoi que ce soit le prix du pèlerinage, la population ne dépasse pas ça. Mais ne faut-il pas y penser vraiment aujourd'hui quand même pour mettre le pèlerinage à la portée du On a y Malien? pensé, mais je dis qu'il y a des difficultés, M. Kounaté. Il y a des difficultés, il y a des crises. Et vous avez même touché du doigt à ces crises-là. Donc nous ne sommes pas capables de faire aujourd'hui. Mais on en pense toujours, c'est même élaboré. Mais je ne peux pas dire qu'on va quand même faire aujourd'hui ou demain. Ce n'est pas facile, hein? C'est une question d'argent, M. Kounaté. D'accord, Monsieur le ministre. Le prix exact a-t-il été fixé? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu le prix du billet. Est-ce que ça a été fixé pour 2024? On attend d'abord la maison de Hajj pour qu'elle nous fixe le prix pour cette année. Ce n'est pas le ministre qui doit fixer le prix. Parce que c'est les services techniques qui doivent fixer le prix. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Dernière question sur ce chapitre. Pourquoi vous avez lancé la campagne si tôt cette année? Déjà lancée depuis près d'un mois ou plus d'un mois, s'il vous plaît. Très bien. À la fin du pèlerinage de l'an passé, l'Arabie Saoudite a exigé à ce que les formalités soient faites cette année très rapidement. Raison pour laquelle nous aussi, pour ne pas être en retard et en marge de ce qui a été demandé par l'Arabie Saoudite, on a ouvert la campagne très tôt à la maison de Hajj. Parce que cette année, ils ont mis des barèmes vert, jaune ou rouge. Il faut que les inscriptions soient faites entre ces trois barèmes. Donc, pour vous dire très rapidement, le 24 mars 2024, c'est le délai de l'inscription pour le pèlerinage. Tout ce qui est intérêt dans cette question que vous abordez là est qu'on appelle les Maliens à s'inscrire avant le 24 mars. Parce qu'à partir du 24 mars 2024, là, personne ne peut s'inscrire au pèlerinage. C'est une chose demandée par l'Arabie Saoudite elle-même. C'est pourquoi ce n'est pas les Maliens seulement, c'est tous les pays de la planète. Autre pèlerinage, Monsieur le ministre, en terre malienne, cette fois-ci le pèlerinage catholique Akita. Cette année, c'était fin novembre, si je ne m'abuse, autour d'un thème révélateur. Le Mali des croyants reste un peuple indivisible. Quel enseignement est-ce que vous tirez de ce pèlerinage? Notre ministère aussi a beaucoup travaillé dans le cadre de pèlerinage chrétien, catholique ou protestant. Chaque année, on se présente au pèlerinage catholique à Kita. Chaque année, avec tout ce qu'il faut comme appui, avec tout ce qu'il faut comme stratégie. C'est comme ça aussi pour le pèlerinage protestant qui s'effectue à Jérusalem. Chaque année, l'État a beaucoup fait aussi dans ce sens. Il y a plusieurs pèlerinages chrétiens qui se font que les gens ne sont pas au courant. Les gens sont seulement au courant du pèlerinage à Kita. Non, il y a beaucoup de pèlerinages qui se font à Outre, en France, et à Rome, et dans beaucoup de lieux. Et le ministère donne toujours son appui, sa stratégie, et met toujours sa contribution en marche dans le cadre de tous ces pèlerinages. Maintenant, tel qu'on a organisé les pèlerinages musulmans, nous avons aussi élaboré l'organisation du pèlerinage chrétien, catholique et protestant. C'est là en gestation. Le texte n'est pas d'abord adopté, mais c'est en cours d'adoption. Alors, Monsieur le ministre, on va boucler par les perspectives. Une question de Mariam pour terminer. Quelles sont donc les perspectives du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes? Les perspectives, d'abord, renforcer la capacité du monde religieux dans le sens du dialogue, dans le sens de vivre ensemble et dans le sens de la synergie et de la cohabitation pacifique dans notre pays. Ça, ce sont des perspectives. Je crois qu'avec la volonté ferme des membres de mon cabinet, toutes mes directions, et avec la volonté ferme de tous les Maliens aujourd'hui de se retrouver autour de l'essentiel, nous serons capables de donner aux Maliens ces perspectives qui sont le renforcement de leurs capacités pour qu'enfin il y ait de la paix au Mali, pour que ce que nous attendons comme terrorisme,
comme violence, comme extrémisme, ne soit qu'un mauvais souvenir pour les Maliens. Nous vous souhaitons plein succès, Monsieur le ministre, dans cette œuvre. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Konaté. Merci, Mariam. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, Monsieur le ministre. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain pour le prochain numéro de Malikoura Tassira 2. Même chaîne, même heure. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM.